tout à fait. Mais c'est une autre période historique, vous voyez ce que je veux dire? C'est une période où l'Europe était chrétienne, catholique et protestante, et athée aussi, bien sûr. Hein. Il y a toujours eu Mais ce qu'il ne faut pas, il ne faut pas réduire non plus l'Europe à la civilisation chrétienne. Vous voyez, c'est là où il faut faire attention. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toute une Europe des Lumières. La Révolution française s'est affirmée contre une vision théocratique de la religion, par exemple. Et donc ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Hein. C'est-à-dire la laïcité. Hein. Et la laïcité comme valeur hein, de respect, de tolérance. Donc c'est ça aussi. Voilà, donc, ne pas rappeler les origines chrétiennes, c'est peut-être vouloir ne pas résumer l'histoire de l'Europe et les valeurs de l'Europe à cette civilisation chrétienne. Il y a aussi l'athéisme, il y a aussi la pensée laïque, et puis il y a les Lumières. Il y a Descartes, hein, il y a Diderot, il y a d'Alembert, il y a tous ceux qui ont opéré un changement radical. Avant, au moment de quand la religion imprégnait la société, on se posait la question, pourquoi le monde? On trouve la réponse, c'est lui. Mais après, avec Diderot, c'est pas pourquoi le monde, c'est comment le monde. Comment ça marche? Et donc on fait l'encyclopédie. On croit que l'homme peut agir sur son destin, ce qui a toujours été le cas d'ailleurs. Mais il y a une pensée laïque, technicienne, scientifique qui se met en place. En 1789, 1792, il y a un monsieur qui s'appelle l'abbé Grégoire, qui était prêtre, mais qui est révolutionnaire en même temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, premièrement, il faut arrêter de massacrer le patrimoine français, qui était, bien entendu, catholique en partie. On massacrait gaiement, toute révolution massacre. En 1871, on a brûlé les archives de la ville de Paris. Donc pour les historiens, c'est très difficile maintenant de travailler sur Paris avant 1871. Toute révolution produit des désastres, en fait, hein, des déprédations, du vandalisme. Les vandalisme, ça vient des Vandales qui sont allés à Rome il y a fort longtemps, au 5e siècle. Donc, l'abbé Grégoire, il dit, bah, moi je vais créer le CNAM, qui ne s'appelait pas le CNAM, mais en gros, le musée des arts et métiers, et l'école polytechnique. Le conservatoire national des arts et métiers, qui existe toujours. Il disait, je veux créer ça parce qu'il faut former des techniciens, et il faut aussi former des citoyens à l'importance de la technique, des arts et métiers, comme on disait à l'époque, dans le progrès humain. Le progrès, c'est aussi l'environnement matériel de l'homme. Et d'ailleurs, Lucien Febvre aussi, et Fernand Braudel, donc deux grands historiens, parlaient de civilisation matérielle. Donc, l'Europe, c'est à la fois une civilisation matérielle, mais produite par des échanges, et une civilisation philosophique, des valeurs, etc. Donc, la crainte, c'est peut-être qu'on réduise l'Europe à une vision ethnique ou religieuse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et que les gens pourraient mal interpréter, en définitive. Donc, je pense que c'est ça qui est au cœur de ce refus, en fait, d'affirmer ces valeurs. Parce que c'est pas que la civilisation chrétienne. C'est pas que ça. Vous voyez, c'est mon interprétation, mais je n'ai pas étudié la question. Pourquoi est-ce que dans le projet de constitution européenne, on n'a pas voulu apposer cette mention? Et ce serait une étude à faire. Et chacun peut avoir cette avis. Large débat. Monsieur, j'ai beaucoup aimé votre intervention. Nous sommes tous romains, l'histoire de l'Allemagne, on la connaît plus ou moins, mais avec quand on est présenté comme ça, évidemment, j'apprends des choses. Et je me demande, que pouvez-vous faire pour présenter ça aux médias français, si vous voulez, quelles sont les possibilités, afin que le romain ne soit pas celui qui m'envie simplement sur les Champs-Élysées, ou qu'il y a 2 semaines, j'étais avec mon épouse à Strasbourg, un monsieur qui s'approche de nous, lui dit, monsieur, donnez-moi un euro s'il vous plaît, je ne suis pas romain, vous savez. Donc, voilà, c'est le premier sujet. Que pouvez-vous faire pour présenter ce pays-là actuellement où j'ai l'impression que la Roumanie, que je rentre de Roumanie il y a 2 semaines, après j'ai eu d'autres débats. Et le deuxième sujet qui m'a intéressé aussi, c'est m'a frappé, c'était l'histoire de l'antiaméricanisme.
française, enfin, certains intellectuels français. Nous avons des amis qui ont une situation placée, des intellectuels, et on a discuté de cela. Vous êtes anti-américain, mais vous êtes allé faire des études aux États-Unis. Ah oui, c'était pour des problèmes relationnels, il m'a répondu. Très bien. Mais en Normandie, des milliers de croix là, qu'en pensez-vous? Ah, nous ne sommes pas contre eux, nous sommes contre ceux qui les ont envoyés. Voilà la réponse. Non, mais première question, mais il faut faire un travail. Oui, c'est vrai que la Roumanie a peut-être une image un peu négative liée à certains. Excusez-moi, même les philosophes, comment s'appelle Alexis Aliade. Non, le grand ministre de l'éducation sous Sarkozy. Ferry a dit, la dame qui a critiqué Sarkozy parce qu'elle a envoyé les Roms en Roumanie, elle ferait même s'adresser au gouvernement roumain, écoutez, avec mes oreilles, gouvernement d'un peuple qui massacre les Ziganes. Luc Ferry. Bon, alors il y a plusieurs, c'est compliqué. Hein, oui. Parce qu'il y a le rapport à Hitler, c'est assez compliqué. Hein. C'est un rapport à la réalité politique de Roumanie, de l'intérieur du pays. Voilà, il y a encore autre chose. C'est ça le vrai problème. Oui, c'est peut-être ça qui n'est pas dit explicitement, sous-jacent. Mais alors comment mieux faire? Alors moi je ne suis pas de politique, hein, même si j'ai des engagements, effectivement, mais là je suis en tant qu'historien en fait. Hein. Et non, ce qu'on peut faire, c'est développer. Déjà, je pense que les maisons de la Roumanie peuvent faire des choses, déjà. Moi, en tant que chercheur, je peux déjà faire une conférence, l'écrire, la diffuser. Alors, il y a plusieurs types de canaux, ce qui va être fait d'ailleurs, en partie, mais ça touchera quand même qu'une minorité. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est de, par exemple, la publier. Alors, ça va être publié dans la revue de la bibliothèque roumaine de Freiburg, mais ça ne concerne que les Roumains. Voilà. Ce qui m'intéresserait, c'est d'aller au-delà. Et moi, je ne suis pas roumain, je ne suis pas marié avec une roumaine, donc ma parole est différente. Ma parole est, comment dire, oui, je ne suis pas roumain, mais je vous parle de la Roumanie. Elle est plus crédible. Je ne sais pas, je sais pas, mais je ne travaille pas pour mon identité personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et je pense que vous devriez plus, comment dire, utiliser, entre guillemets, des ressources non roumaines pour parler de la Roumanie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de transformer cet essai et de publier ça dans une revue française ou américaine, ou que sais-je, ou allemande. Hein. Voilà, pour évoquer, modestement, Gaféicou, modestement c'est déjà pas mal, mais voilà. Et donc on pourrait créer des programmes de recherche européens, par exemple. Alexandre Hervé connaît très bien, hein, des programmes de recherche. D'ailleurs, moi-même, je ne vais pas trop en parler parce que c'est encore confidentiel, mais on réfléchit à un projet avec d'autres universités sur justement la question patrimoniale. La question patrimoniale, le patrimoine, mais pas que le patrimoine matériel, le patrimoine aussi immatériel. Et peut-être que par ce biais-là, on pourra évoquer la question de la Roumanie. Mais les Français ne savent pas que, effectivement, qu'on a une culture commune, qu'on a des racines linguistiques communes, par exemple. On ne le sait pas. Mais ça, c'est lié à l'effet d'inculturation actuelle. C'est pas propre à l'histoire roumaine. Mais il y a une absence de culture aujourd'hui qui est dramatique. De culture historique, de culture philosophique. Et ça, c'est difficile de lutter contre ça. Et je pense que modestement, on peut faire des choses. On peut faire des choses, mais alors les médias, on ne les commande pas. Hein. On ne les commande pas. Il faut. Alors, moi, quand je parle d'articles, c'est à résonance modeste. C'est dans certains milieux, mais ça fait rien. Il faut commencer à frapper à tous les niveaux. Les médias, il faudrait quelque chose de plus, entre guillemets, vendeur, malheureusement. Mais on peut imaginer des choses, hein, des documentaires. On peut faire un documentaire historique. Moi, je l'ai déjà fait un, sur Henri Freinet, justement, documentaire filmé, qui était coproduit par l'INA et France 5, en fait. Et là, ça touche déjà un public beaucoup plus large. Donc ça, voilà, mais il faut trouver un cinéaste, il faut trouver un angle d'attaque mais je suis désolé comme vous, je ne suis pas roumain, mais je suis désolé de l'absence de culture vis-à-vis des pays qui sont amis avec la France et avec qui on a une histoire commune, en fait.
J'ai l'impression que maintenant, c'est encore moins entendu Avant que la Roumanie soit dans l'Europe. Je sais pas. Avant, Non, mais la maison, je sais pas, il y a une absence. la maison Rouben, c'est fort justement. J'ai parlé avant la conférence au comité d'administration, justement qu'on va déposer une documentation assez conséquente au musée des Invalides, justement pour faire que la Roumanie soit présente dans ce musée où elle est absente. Donc voilà une des voies. Il y a des choses certes à faire et qui doivent être faites. Oui, madame. Une question européenne, je ne sais pas si c'est votre ressort. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, si vous savez, à ce qu'il y ait une vraie unité législative en Europe, économique, sociale, fiscale et de politique des frontières? Parce qu'on a l'impression que quand on lit certains livres des anciens ministres qui sont allés à Bruxelles défendre les intérêts de leur ministère au sein de l'Europe et qui racontent que dans ces séances il y a plus de discussions de vendeurs de tapis, on est un peu déçus, on a l'impression que l'Europe n'est pas prête, on n'est pas mûr pour qu'on se mette tous ensemble à travailler nos problèmes internes. Voilà. Vaste question. Non, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui... Non, mais je peux vous donner mon avis si vous voulez. Mais en ayant effectivement travaillé sur l'histoire de l'Europe. Mais si vous voulez, l'Europe, contrairement aux États-Unis et à la Suisse par exemple, l'Europe, même s'il y avait une unité spirituelle, géopolitique à un moment donné, mais l'Europe c'est à un moment figé dans la question nationale. Donc il y a un nationalisme très fort, un nationalisme au sens, pas polémique du terme, hein, mais voilà, l'État-nation, je dis plutôt le stato-national, la culture stato-nationale, c'est-à-dire un État, une nation. C'était d'ailleurs un modèle français qui s'est répandu dans toute l'Europe, au XIXe siècle en particulier. Donc, sur des bases un peu différentes. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a cette culture qui s'est développée, la culture de l'État-nation, qui était considérée à l'époque comme un progrès. Maintenant, c'est le dépassement de l'État-nation qui est considéré comme un progrès. Donc il faut quand même changer de paradigme historique. Et il le dit, j'aurais pu vous le citer, d'ailleurs je l'ai mis dans le papier qui va devenir un article. Gafenkou dit la France aura le plus de problèmes pour accéder à la logique européenne, parce que c'est un vieil État-nation. L'État français, un des plus vieux États-nations au monde. Je ne vais pas refaire cette histoire, mais ça a commencé par la religion, la langue, etc. etc. Par une espèce d'unité géographique aussi, voilà, avec des frontières assez naturelles en fait, même si sur le Rhin il y a eu des disputes, mais c'est un pays assez bien configuré. C'est comme l'Angleterre par exemple. Là, il n'y a pas de problème. Il y a aussi l'Angleterre. Et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est ça que la géopolitique nous enseigne, c'est que la géographie explique pas mal de choses. Elle explique en partie la politique. L'Angleterre est très peu européenne, parce que c'est une île. Voilà. Et nous, on est à la fois maritime et continental. En fait, on est entre les deux, quoi. On est le pays de la synthèse et de la modération. C'est pour ça qu'on était bien placé pour lancer l'Europe, parce que c'est quand même la France, malgré sa tradition nationale, qui a été au cœur des débuts de l'Europe. Vous voyez, Jean Monnet, Henri Freinet, Robert Schuman, etc. Mais, on le disait bien à l'époque, la grande déclaration du 9 mai 1950, l'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par petits bouts. L'Europe se fera par petits bouts. Donc ça, c'est la thèse de ce qu'on appelle la thèse fonctionnaliste. C'est-à-dire ceux qui, comme Jean Monnet, pensent que on fera l'Europe par petits bouts. Par exemple, le charbon et l'acier. Par exemple, l'atome. Petit pas. Petit pas. Non, mais il disait par petits bouts. Mais par petits pas aussi. Mais dans la phrase historique, c'est petit bout. Mais c'est petit pas aussi. Step by step. On va faire l'Europe, etc. etc. Vous voyez ? Donc c'est un processus itératif comme ça. Progressif. Incrémental. Un
processus incrémental. Alors qu'il y a les autres, les fédéralistes, comme Freinet, comme Gafenkou, qui rêvent du grand soir européen. C'est-à-dire, et comme tous les fédéralistes qui sont en Suisse à cette époque, on va faire une constitution européenne, une charte, etc. Mais je pense que ce n'était pas possible. C'était pas possible. Dès le départ, c'était pas possible. Parce qu'on avait peur de l'Allemagne, parce que, etc. Parce qu'il y avait la guerre froide aussi. On ne peut pas faire une Europe unique telle que l'a rêvé Gafenkou en définitive. Donc n'oublions pas le poids de la tradition de l'État-nation. C'est très important. On le voit bien aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça c'est important. Deuxièmement, on a déjà quand même beaucoup progressé. Alors, on a beaucoup progressé. Mais on n'est pas né européen comme les États-Unis sont nés sur le pacte fédéral. Les Suisses, alors les Suisses aussi c'était conflictuel quand même, mais bon, il y a eu un moment où voilà, on se met d'accord sur un texte qui préserve des libertés quand même locales, mais dans un cadre plus vaste. Et effectivement, pour Gafenkou, ce sont deux bons exemples. La Suisse, la Confédération helvétique, et les États-Unis. Mais l'Europe, comme les États-Unis, c'est pas l'Europe. Les États-Unis, c'est un pays jeune, qui est né récemment, créé de toutes pièces, pour ainsi dire, schématisé à outrance. L'Europe, non, l'histoire c'est bien et c'est pas bien. L'histoire, c'est une chance et une déveine, une aubaine et une déveine en même temps. Parce qu'on a une vieille histoire. Et cette histoire-là, on ne la change pas comme ça, du jour au lendemain en définitive. Même s'il y a des traits communs sur le plan technique, sur le plan spirituel, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et puis en même temps, je pense que on n'arrive pas à faire rêver l'Europe. Et Henri Freinet disait tant qu'on ne sera pas prêt à mourir pour l'Europe, il n'y aura pas d'Europe. Bon, c'est un peu pessimiste comme point de vue, mais je pense que c'est pas totalement faux, en fait. C'est pas totalement faux. C'est plutôt, comme je disais, un syndic de copropriété. Alors bien sûr qu'il y a la responsabilité des politiques, voilà, quels qu'ils soient, c'est vrai, mais les politiques, ils ne peuvent pas faire sans les peuples. Et comment créer un sentiment européen? Alors oui, il y a des choses qui se font quand même. Par exemple, dans le domaine universitaire que nous connaissons bien, il y a le programme Erasmus, qui rapproche les étudiants, qui rapproche les enseignants entre eux. Et on faut miser sur les étudiants qui voient le monde de manière différente que les anciens. Donc on fait plein de choses. Si on additionnait les produits intérieurs bruts de tous les pays de l'Union européenne, on est 28 pour l'instant, est-ce que vous savez qu'on serait le premier produit intérieur brut au monde? Au monde. Oui, c'est pas rien. On est une puissance économique, mais on ne le sait pas. Et il faudra bien qu'un jour, la puissance économique, parce que c'est réel, la France n'est pas, l'Europe n'est pas du tout en bout de course, comme on peut le dire parfois, comme nous disent les eurosceptiques. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour défendre l'Europe. Il n'y a personne. Même pour les pro-européens de gauche ou de droite, quand il y a un problème qui ne va pas, c'est la faute de l'Europe. Quand ça marche, c'est grâce à tel pays. C'est grâce à la France, c'est grâce à la Pologne, je ne sais pas. Mais on ne dira jamais, c'est grâce à l'Europe. C'est ça qui est problématique. Les politiques ont une part de responsabilité. Mais les peuples aussi, d'une certaine manière. Le populisme, qui pense que l'Europe est la source des maux actuels, alors que c'est l'inverse. Mais là, il y a aussi un travail, c'est comme on parlait des politiques soviétiques, de désinformation. Il y a de la désinformation permanente. On est dans une politique de désinformation permanente. C'est pas une politique, comment dire, conçue globalement par un seul homme, bien entendu, mais ça se répand. Une mésestime de l'Europe, et comment faire changer ça en période de crise économique, c'est ça le problème. Parce que les gens vont dans le national-populisme, mais en France et ailleurs d'ailleurs. On parlait de l'Hongrie tout à l'heure, c'est exactement pareil. On va dans le national-populisme parce qu'on pense que l'origine de nos maux, c'est l'Europe, alors que c'est le contraire. Si on fermait nos frontières, on sait bien que ce serait une catastrophe. On sait bien. Mais il faut bien prendre en compte qu'on n'a pas les mêmes perceptions des réalités. Il y a ceux qui peuvent vous expliquer chiffre en main que une fermeture des frontières soit une catastrophe économique et sociale. Donc, document en main, chiffre en main, on peut le démontrer. Mais les gens n'ont pas cette perception-là, ce niveau de conscience. Eux, ils pensent qu'en fermant nos frontières, on sera tranquille. Il n'y aura plus de misère.
Et c'est l'inverse. Et donc c'est une pensée complexe. L'Europe, c'est la complexité. Et c'est pour ça que c'est difficilement, comment dire, c'est difficilement vendable, si je peux me permettre cette expression horrible. On a du mal à faire rêver avec la complexité, en fait. Donc, et peut-être qu'on est trop, 28, ça fait peut-être trop, je ne sais pas. Il y en a qui ont parlé d'Europe à une vitesse, est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas, mais bon. Mais on aurait pu faire l'Europe, si vous voulez, sur le plan historique, tel que l'a rêvé Henri Freinet ou Gaffenkou, par exemple. Mais la guerre froide est arrivée, et donc l'Europe européenne n'a pas pu avoir lieu. Il n'y a eu qu'une Europe atlantique, forcément. Être européen, comme Gaffenkou, comme Freinet, à l'époque, c'était, à partir de 1948, c'était être atlantiste. C'est pour ça que l'Europe a eu une mauvaise presse, notamment par les anti-américains français qui étaient très puissants à l'époque. On dit, vous voulez faire l'Europe? Mais non, vous faites l'Europe marchepied des Américains. Et c'est la guerre froide qui a tué l'idée d'une Europe européenne, dont on rêvait dans la résistance, dont on rêvait en Suisse, une Europe européenne. Et la guerre froide a tué l'idéal européen. Alors, il faut essayer de recoudre les morceaux. C'est peut-être pour ça que, s'il y avait une égalité juridique, législative, etc., et que tout le monde était égaux, je pense qu'on commencerait à avoir une conscience vraiment européenne, parce que tout le monde serait égal, et il y aurait ainsi aussi le principe chrétien d'inscription là. Ça, c'est la théorie, mais vous savez, madame, pour y arriver, la route est très longue, pleine d'embûches, mais après cette belle plaidoirie pour l'Europe, que Robert vient de faire, je vais donner la parole à notre ami Costel Delague, qui est un autre Européen, un technicien de l'Europe aussi. Oui, Costel. écoutez, vous avez fait un exposé intéressant sur l'Europe. Un peu plus fort. Vous avez fait un exposé sur l'Europe avec lequel on peut être d'accord. C'est discutable.